en contact avec l'ajusteur de pensée sans avoir déjà eu une parole juste. La parole ajuste la pensée. La parole permet le contact avec l'ajusteur de pensée. Lorsque la parole est exprimée, de prime abord, elle vide la pensée. Lorsque la pensée est vidée et qu'on ne la re-remplit pas de mémoire, alors automatiquement, il y a deux choses qui se passent. Soit un vide, on n'a rien à dire, soit un contact avec l'ajusteur de pensée et ça se met à parler. J'expliquais à un moment donné que la pensée, c'était comme une cornemuse. Vous savez tous comment est faite une cornemuse? La cornemuse, c'est un instrument de musique qui contient un sac qu'on place sous le bras avec des petits chalumeaux par où sort le son et une petite flûte et un soufflet. Un instrument génial. La personne qui joue doit gonfler son sac, sa poche, et lorsque c'est suffisamment gonflé, en l'écrasant, ça sort et là il peut jouer. Et il peut jouer sans arrêt, différemment de tous les instruments avant, où on est obligé de prendre son souffle. Alors, quand il prend son souffle, il appuie sur la poche, ça joue pareil. Et il souffle dedans, il regonfle la poche, ça continue à jouer. Et il arrête, il continue à jouer. Et il ressouffle, ça continue à jouer. Alors, il peut jouer 20 minutes, 1 heure, sans jamais que la mélodie arrête. Jamais. Un peu comme l'accordéon. C'est aussi un instrument avant. Sauf que l'accordéon, il y a quand même, il faut que la personne soit suffisamment habile pour laisser l'air pénétrer et sortir sans qu'il y ait d'arrêt. La cornemuse, c'est comme la pensée. Lorsqu'on vous pose une question, automatiquement votre mémoire vient remplir le sac. Alors, ça vous prend un temps pour penser. Et là, lorsque vous commencez à parler, vous videz le sac. Mais là, l'humain emploie des termes comme c'est-à-dire, c'est mon opinion, il y a plusieurs termes employés par la pensée qui ne sortent du sac que pour permettre à la pensée de regonfler le sac. Lorsque nous ajoutons la pensée en 3, 4 et 5, c'est extrêmement important de bien comprendre que le sac doit se vider. Alors je demande à Richard, qu'est-ce que le monde morantiel? Alors lui me répond, ben là je ne le sais pas, c'est quelque chose que ce pas là mon point de répondre. Et étant donné que je ne le sais pas, bon, mon verre d'eau est là. Alors le monde morantiel, sa pensée était en vide. Et lui continuant à parler, en s'arrangeant pour ne pas faire, le monde morantiel peut être là il gonfle. Et là, il faut qu'il revide encore sa mémoire. S'il ne se laisse pas penser, automatiquement, il va venir un temps où il va soit répondre, connecté au plan supramental, soit plus être capable de répondre, il n'y a rien. S'il n'y a rien, son mental n'est pas assez vibratoire pour entrer en contact avec son ajusteur de pensée, à quoi faire les cours à cela? Amener l'enfant mental à pouvoir le faire. Sinon, il parle. Il parle et il est en contact. Étant en contact, son ego en jouit dans les premiers temps et le contact se fait intermittent. La pensée, c'est la cornemuse. La parole permet de vider la poche. Et si la personne continue à parler sans arrêt, au début guidée par quelqu'un qui ajuste, elle arrive relativement facilement à goûter à ce mécanisme qui lui permet de répondre des choses qu'elle ne sait pas. À quoi sert la parole à ça? Vider la pensée. Quand la pensée est vide, vous devez vous connecter non plus à vos mémoires, mais à la mémoire galactique, à l'énergie supramentale, au plan supramental. Et ça encore là, c'est le PMC. Alors la pensée, elle doit être guidée par la parole ne sert qu'à cela. Sauf que l'humain regonfle et l'humain est capable à un moment donné de parler continuellement avec sa mémoire, avec sa pensée, parce que lorsque l'humain parle, il y a une terminologie tout à fait typique de l'homme ancien qui ne veut rien dire. Et lorsque moi j'en parle, on me dit tu joues sur les mots, c'est pas grave, c'est une habitude, et c'est ça. C'est justement tout ça qui permet à la pensée de regonfler la poche pour permettre de parler sans arrêt. Il faut la guider. La parole, elle va sortir vers ça. Je fais des efforts pour parler, mais il me semble que ça épuise mon énergie vitale. Là, elle s'excuse du fait qu'elle peut pas parler. Je n'en reviens pas comment les gens épuisent leur énergie à parler pour combler un vide
en eux. Est-ce égoïque? Le vide, c'est le vide de la pensée. Ceux qui parlent sans cesse, c'est pour gonfler la popoche. Alors évidemment, ce genre de parole épuise. La personne qui fait des efforts pour arriver à parler, si égoïquement elle est bloquée, elle doit arriver à parler. Ça va l'épuiser, mais ça on s'en fout. Elle doit arriver à parler. Si égoïquement elle n'est pas bloquée, mais elle n'a rien à dire, alors qu'elle ne se force pas à parler. Elle apprendra à parler lorsque l'intelligence, par elle, voudra parler. Mais c'est important, cette personne doit donc être capable de parler. Si cette personne, c'est parce qu'elle n'a rien à dire, qu'elle ne parle pas, cela veut dire qu'elle devrait être capable de dire n'importe quoi devant n'importe qui. Si elle n'est pas capable de dire n'importe quoi devant n'importe qui, ce n'est pas parce qu'elle n'a rien à dire, c'est parce qu'elle a un blocage égoïque. Là, elle doit s'arranger pour pouvoir parler. Après, elle apprendra à se taire. Parce que présentement, elle ne sait pas se taire. Si elle a un blocage, on la tient muette. Évidemment, elle va perdre de l'énergie. Mais elle a de l'énergie pour ça. Lorsqu'elle a appris à parler, là maintenant, elle doit apprendre à se taire. Quelle est la signification du fait que l'on peut parler la nuit seulement et dans tout cela, quel rôle joue l'aura? Je ne sais pas si c'est vraiment parler. La personne qui a posé cette question devrait la réécrire sur une feuille pour la clarifier. Quelle est la signification du fait que l'on ne fait pas la nuit seulement, et dans tout cela, quel rôle joue l'aura? Alors la personne, je lui demande de la réécrire sur papier et de la ramener en avant. Comment puis-je renforcer mon périphérique pour devenir moins subtil? Sans doute moins sensible. Non, moins sensible, bien ça. Comment puis-je renforcer mon périphérique pour devenir moins sensible? À ces questions, je réponds, si je suis au Commensal, si je suis à Chicoutimi, si je suis à Québec, si je suis à Ottawa, si je suis quelque part ailleurs sur la planète, je vais répondre. Je vais répondre à ce genre de questions, mais d'une façon qui ne pourra pas être applicable que par une très petite partie de ceux qui vont écouter. Mais lorsqu'on me la pose au centre de l'universalité, il y a une chose. Vous faites le PMC, cassez-vous pas la tête, tout ça va se faire tout seul. Une grande question qui me touche un peu ça. Comment agir dans le contact télépathique involontaire, voire astralisé, avec les personnes influentes dans la société? Comment limiter le contact télépathique? À quoi correspond le vide à l'intérieur de moi? Peux-tu répondre à la première question? Répète la première. Comment agir dans le contact télépathique involontaire, voire astralisé, avec les personnes influentes dans la société? Conscientes de ce contact. Bon, les personnes influentes de la société ne vous manipulent pas individuellement. S'ils en sont conscients, ils manipulent les collectivités. Maintenant, il n'y a aucune personne dans la société influente qui est suffisamment consciente de ce mécanisme pour pouvoir s'en servir intelligemment. Comment couper les contacts à être anégoïsés? Moins vous allez être assujetti à la conscience collective, moins ces personnes pourront le faire. Lorsque vous avez une conscience individuelle, vous n'êtes pas manipulable. Par contact télépathique direct ou non, vous n'êtes plus manipulable. À quoi correspond le vide à l'intérieur de moi, surtout quand je me réveille le matin et lequel je ressens le besoin de remplir en pensant aux autres personnes? Bon, c'est une manipulation qui oblige la personne le matin en se levant à canaliser les énergies qu'elle a pu accumuler au cours de la nuit et à les exprimer, les expulser d'elle-même dans un phénomène illusoire où apparemment elle les donne aux autres. Penser aux autres personnes le matin en se levant pour se sentir bien, c'est d'être assujetti à un collectivisme astral. Sans doute que la personne vit une phase où elle a une tendance à s'individualiser, et une personne qui a peut-être été longtemps un être humain qui voulait aimer l'humanité, et elle est encore assujettie, manipulée par certaines parties de son ego qui essaie de la récupérer tous les matins. La nuit, on fait un job. Le matin, on devrait avoir suffisamment d'énergie. Il y a une manière de se réveiller. Ça ne sera pas long, on va vous l'enseigner. Enfin, ce ne sera pas long, je dis ça parce qu'on est connecté. Mais ça regarde PMC7 en montant. C'est partie des mécanismes de défense.
Il y a une manière de se réveiller. Vous dormez. Et quand vous vous réveillez, il ne faut pas que vous preniez conscience que, tiens, je suis réveillé. Il faut que vous preniez conscience de votre sommeil et vous devez vous réveiller. Il y a une manière de se réveiller. Pour ne pas tout perdre ce qu'on a accumulé. Un peu comme lorsque l'on fait la relaxation Menfi, il y a une méthode pour revenir. C'est similaire au niveau du rêve et du sommeil. Il y a une méthode. Alors ça va plutôt rapidement, mais c'est un peu fait, enfin. Est-ce préférable d'utiliser la lumière positive comme une protection autour de soi? La lumière positive, c'est comme est-ce qu'il est préférable d'utiliser de la merde de vache plutôt que de la merde de cheval. Une chose est positive que dans votre tête. Il y a du monde aux États-Unis qui prie Satan, l'église du diable, et qui gagnent à la loterie, et qui sont heureux, et qui font des guérisons miraculeuses, et qui font un paquet de choses. Pour eux autres, Satan, c'est positif. Et pour les autres, Satan, c'est négatif. Et pour eux autres, ceux qui trouvent que Satan, c'est négatif, que Satan leur amène des maladies, des accidents, la pauvreté. Positif, négatif dépend de ce qui se passe dans la tête de l'humain. Moi, je ne bâtis pas de lumière avant de me coucher. Qui viennent juste faire un tour chez moi. Puis de la lumière positive, ils vont manger en pleine face. L'énergie astrale, c'est fort. Vous êtes un humain amique. Ça, c'est votre âme, puis ça, c'est votre ego là-dedans, là. Alors, pour vous protéger de mécanismes tendancieux de l'astral, on crée une lumière positive. Alors, ces mécanismes-là ne traversent plus. C'est qui vous manipule à mettre cette lumière-là? Ben, c'est des mécanismes astraux qui vous pénètrent avant même que vous commenciez à placer votre lumière, puis après ça, qui vous assujettissent à une technique illusoire. Vous semblez créer une lumière autour de vous. Je mets de l'ego dans mon verre. C'est un peu comme ça que ça se passe. Un manipulateur vient mettre la lumière, puis là, vous croyez que vous êtes plus manipulé. Imaginez-vous la belle farce. Il n'y a pas de lumière, il n'y a rien. Couchez-vous, puis dormez. Puis si on vient vous écœurer dans la nuit, il y a des colères mentales que vous connaissez un peu. Et à un moment donné, vous allez finir par être suffisamment vibratoire pour que les autres mangent la nuit quand vous allez dormir. Le fait de placer de la lumière, de placer ceci, de placer cela, c'est de la sorcellerie. Appelez ça de la magie si vous voulez. Sorcellerie, c'est de la magie noire, de la magie comme telle, de la magie blanche. Mais vous restez dépendant de petites techniques de bâtard évolutif, de petites techniques de nains. Alors, à un moment donné, il faut cesser d'agir en nain, il faut commencer à agir en personnage plus gros, plus autoritaire. Placer, se faire placer de la lumière blanche, se faire suggérer de mettre de la lumière blanche. Si moi, je suis un guide spirituel, si tu m'acceptes, je vais te protéger des choses mauvaises. Mangez tout du chocolat, sans sucre. Au moins, c'est pas bon. Vous êtes la sangsue basse, la sangsue moyenne, la sangsue haute avec ses lumières et ses cossins. Faites pas un pacte avec le diable. Alors faites pas non plus un pacte avec les énergies au-delà du diable. Parce qu'un jour, les énergies yaviques avec lesquelles vous faites un pacte vont devenir pour vous sataniques. Une personne maléfique peut-elle suivre le PMC et faire le mal? Merci. Une personne maléfique peut suivre le PMC,
Faire le mal, non. Parce qu'une personne ne fait pas le mal, on la manipule à faire le mal. Et faire le mal, il faut bien comprendre, créer des désharmonies. Cette personne ne peut pas se rendre très loin en PMC sans souffrir énormément. Parce que la technique PMC va obliger la basse vibration qui anime la personne à être transmuée en haute vibration. Elle ne pourra pas faire le PMC longtemps sans souffrir. Et elle ne pourra jamais traverser en PMC 7. Elle n'aboutira sans doute jamais son PMC 6. Mais une personne qui est possédée, qui commence le PMC, la possession Une personne qui est possédée, qui commence le PMC, voit déjà la moitié de sa possession clairée. Juste par le fait qu'égrégore mal se connecte au PMC. La personne qui par la suite suit le PMC et qui poursuit le PMC, veut pas, elle va s'en sortir. Et si l'entité qui l'habite ne veut pas s'en sortir, à un moment donné, on va s'organiser pour l'éclairer, ou bien la personne va simplement devoir s'en aller manipuler ailleurs, parce que l'entité va souffrir l'enfer. Pas rester. On a des personnes qui ont été manipulées, qui ont commencé le PMC, et ils ont eu des breaks. Il a fallu qu'ils s'en aillent. Il y en a qui sont venus, parce que ça allait mieux, il y en a qui sont jamais revenus. Et c'est normal. Ça ne peut pas aller loin. On n'a personne dans les PMC 6, personne dans les PMC avancés qui font partie de la définition qu'on a ici. Ça ne peut pas tenir longtemps. Des personnes possédées, il y en a. Il y en a même ici dans la salle. Laissez-moi vous dire lesquelles. Enfin, je ne vous dirai pas lesquelles, mais je vous dire combien il y en a. Il y en a au moins un. Il y en a deux. Il y en a trois. Il y en a quatre. Et quand je parle possédé, pas nécessairement par les forces du mal, mais possédé par les entités évolutives chez elles. Soit c'est une partie d'une personnalité réincarnative qui n'a pas réussi à se fusionner et qui maintenant les achète. Il y en a au moins 4. Il y en a 5. Dans la salle ici, il y en a au moins 5. Est-ce que ça veut dire que ces personnes-là doivent se sentir mal? Et en passant, je regarde par là, mais je regarde par là avec les yeux et je perçois par là en même temps. Je regardais par là faire chier du monde ici. Qui ont des beaux égaux. Je ne parlais pas nécessairement d'eux. Et pas nécessairement non plus, je ne parlais pas d'eux. Ça ne change rien. Il y en a d'autres aussi qui ont déjà été possédés, qui présentement sont libérés. Et on ne s'est pas occupé d'eux. Non, ils ont simplement fait le travail. Construisez-vous pas à faire. Il y a une entité maléfique qui déciderait à un moment donné de venir posséder quelqu'un dans le PMC pour nuire au PMC. Moi, je vais me charger personnellement de cette entité-là. Pas de la personne. De l'entité. Je dis pas ça parce qu'il y en a qui sont possédés. Je dis ça au cas que la question qui est posée donnerait des idées. Ailleurs. Dans le monde astral. Une entité veut souffrir, être brisée, être écrasée, disparaître à jamais des plans de la conscience, ça ne peut pas faire. Les échanges d'énergie se font-ils au plan de l'énergie vitale? Non, l'échange d'énergie va se faire au plan physique. Je te donne 5 piastres, tu me donnes quelque chose. Au niveau du plan vital, une grosse partie des échanges d'énergie. Au niveau des plans astraux, la grande majorité des échanges humains se font au niveau du plan astral. Et au niveau du plan mental, supramental et en montant. Les échanges d'énergie se font sur tous les niveaux. Pour le gars qui n'a pas eu une scoliose, il était embarqué sur cette chaise-là. C'est pourquoi moi cette chaise ici. Elle est pas mal plus confortable. Pourrais-tu expliquer quelques exercices mentaux, calcul? Puis la deuxième question, c'est point de vue créativité. Troisième, explique l'hypnose ou l'hypnose. Pourrais-tu expliquer quelques exercices mentaux?
Bon, c'est toutes des techniques PMC. Les professeurs et les cours sont faits spécialement pour ça. L'expliquer ici, ça serait simplement les enseigner tout croche. Bon, il y a des questions qui sont extrêmement... Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des questions que je peux répondre. Tout à l'heure aussi, il y a une question. Il y a des questions sur lesquelles je ne peux pas répondre si vous ne les réécrivez pas plus ajustées. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je veux être convaincu que non, qu'on ne vous fait pas poser des questions, mais que vous en posez. Et deuxièmement, je veux vous forcer à poser des questions intelligentes. Dans une question intelligente, il y a toujours la réponse. La question comme point de vue créativité, et explique l'hypnose. Définissez convenablement vos questions. Pourrais-tu expliquer quelques exercices mentaux? La question est claire. Forcez-vous à poser des questions écrites intelligemment. Elles contiennent les réponses. Tu as déjà parlé de Saint-André et qu'il avait un rôle à jouer au Québec. Peux-tu en parler? Saint-André n'a pas de rôle à jouer au Québec, il a un rôle à jouer en Californie. Je vais en parler très peu, j'en parle après. Non, je n'en parlerai pas immédiatement aujourd'hui. Il y a des personnes qui commencent le PMC, qui sont là aujourd'hui, qui n'ont pas encore commencé leur PMC2, alors pour rester ajusté. Une chose est certaine, c'est que Saint-André porte le nom espagnol de Sant'Andreas. Sant'Andreas, c'est le nom de la faille sismique qui longe toute la côte californienne. La Californie étant l'endroit où l'attraction attire le plus de phénomènes spirituels pour laisser la vie libre au Québec, qui est l'endroit qui attire le plus d'énergie supplémentale, lorsque le Québec sera suffisamment évolué, l'attractif spirituel n'aura plus de raison d'exister. Karmiquement, il devra être balayé. Et Sant'Andreas va s'occuper de purifier les mécanismes attractifs spirituels. Je suis en PMC2 et je fais encore de la méditation transcendantale. Suis-je mieux d'arrêter? Lorsque les PMC vont reprendre, oui, ce serait mieux que la personne arrête. Quand allons-nous avoir des cours de cuisine? Parce que l'on se conscientise, mais nous nourrissons mal, cela crée un blocage à l'évolution. Bon, le fait de se nourrir mal ne crée pas de blocage à l'évolution. À un moment donné, j'avais entrevu la possibilité de donner en PMC, de constituer un PMC sur la cuisine et l'alimentation. Sauf que présentement, telles que les techniques ont été constituées, les résultats qui sont apparus. Ça va être facile. Maintenant, j'ai changé. Mais il y a 2 ans, lorsque le PMC était constitué, connecté, j'avais la vision du résultat chez l'humain lorsque les techniques étaient bien pratiquées, parfaitement pratiquées. Égoïquement, je ne pouvais pas en parler pour la simple raison que je n'étais pas convaincu que ça se pouvait. Ça fait 2 ans de ça. Aujourd'hui, j'ai la vision. Et j'ai beaucoup moins d'ego. L'ego mange la merde, l'ego c'est le cul, l'ego. Alors je sais. Et je sais aussi que le cours sur l'alimentation, même il y a 1 an, c'est que ce cours n'est plus nécessaire. Lorsqu'une personne fait les techniques dans un ordre particulier, l'ordre, vous allez l'apprendre en PMC6. Avant ça, non, vous avez trop d'ego. Lorsque la personne pratique les techniques, chaque technique elle-même apporte suffisamment de résultats et l'ensemble, enchaîné dans l'ordre, apporte le contact avec l'ajusteur de pensée. La personne qui pratique ces techniques n'a plus besoin de se préoccuper de son alimentation. Lorsque le plan vital devient suffisamment évolué, ce qui se fait dans les PMC, vous prenez un verre d'eau et vous goûtez vitalement l'eau. Cette eau ici n'est pas ajustée à mon corps. Ce n'est pas de l'eau que moi je devrais boire. Elle a une pénurie de différents minéraux
en concentration, et il y a la même une absence de certains minéraux, je pourrais les nommer un après l'autre. Vous pouvez prendre de l'eau, l'observer et l'analyser. Vous avez faim, vous observez ce qui se présente à vous et vous savez automatiquement ce qui est nécessaire à votre alimentation. Pourquoi un cours? Lorsque j'ai travaillé à un moment donné sur un programme informatisé qui permettait de connaître la constitution minérale des aliments, en même temps, à ma conscience apparaissait ceci. La constitution minérale des aliments est déterminée par leur culture, par la terre et par l'engrais. D'où foutaise. Et les besoins quotidiens d'une personne sont déterminés par sa génétique, son plan de conscientisation, son travail et ses pathologies. Chaque individu est unique et chaque aliment est unique. Une carotte contient des choses différentes d'une autre carotte. Elles sont uniques. Elles ne peuvent donc pas être analysées, placées en statistiques, et si on en fait une moyenne, on se trompe. Au niveau du PMC, lorsque tout à l'heure je disais, est-ce que ceci c'est yin ou yang? Certaines personnes du PMC6 peuvent maintenant répondre. Et certaines personnes du PMC6 vont arriver à pouvoir dire, j'ai pas besoin de pommes, j'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin de ci, j'ai pas besoin de ça, aujourd'hui je prends ceci. Et c'est ce qu'elle a besoin. Alors au lieu de vous donner un cours, on va vous libérer des cours. Vous allez manger selon ce que vous avez besoin. Et vous allez boire selon ce que vous avez besoin. Et vous allez un jour vous habiller selon ce que vous avez besoin. Et vous allez sortir selon ce que vous avez besoin. Et vous allez respirer selon ce que vous avez besoin. Sans cours. Vous allez savoir. Et ce n'est même pas un contact supramental, ce savoir, ça fait partie des sens vitaux. Typiquement développés dans le PMC. Dans les PMC 1 à 6. Pas après, c'est développé dans les PMC 1 à 6. En PMC 6, un travail formidable est fait au niveau de ça. C'est-tu yin, c'est-tu yang, c'est quoi? Yann. La personne qui regarde, elle est presque neutre. Elle est effectivement un peu yang. La personne PMC6 qui regarde l'objet va aussi arriver à déterminer ce qu'il en est. Mais très important. Du côté de Richard, ça a une énergie. L'onde de forme apposée à d'autres personnes émet une autre énergie. Quelle énergie que c'est? De leur côté, c'est effectivement plus yinique. C'est pourquoi je disais qu'elle était presque neutre. Et du côté de Richard, elle a une autre forme. Les personnes du PMC6, on pourrait prendre des exemples et tout ça, mais ça sera une farce. Ça ne sera pas long. Ils vont savoir. Pour l'alimentation, oubliez ça. Vous allez prendre une pomme et vous allez dire non, 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 ah oui. Le voisin va dire oui, mais tu pas OK. Rien à foutre. Ce qu'elle contient en minéraux, en énergie, c'est ça que j'ai besoin. Ça n'a rien à voir, poqué, pas poqué. On ne se fiera plus au standard pour choisir. Ni les aliments, ni le menu, ni rien de ça. Vous allez voir que ça va être différent. Et là, l'alimentation ne nuira plus. Sans cours. Pour le crayon, j'ai pas fait attention à ce que ça dégageait. J'ai voulu voir si c'était déterminé par le ou la. Comme le crayon, c'est Yann, la. Originellement parlant, oui. Ce que tu amènes là est extrêmement intéressant parce que c'est un fait. Pourquoi est-ce un crayon et non pas une crayon? C'est un crayon parce que normalement, les crayons de l'époque étaient beaucoup plus yiniques. Sauf que tout change. Le crayon n'est plus fait. C'était la plume. C'était beaucoup plus yann. Le crayon n'est plus fait de la même façon qu'antiquement. Il y a du charbon dedans, il y a une forme de bois qui est mou. C'est plus yann.
le crayon devient yinique. Le métal employé ici est beaucoup plus yin que yang. L'efface est yinique. Le crayon donne un onde de forme beaucoup plus yinique. Mais le crayon, selon l'éclairage, selon la couleur, peut aussi dégager de l'énergie yang. À l'origine, effectivement, on nommait une chose féminine ou masculine selon la perception, parce que le nom était cela, et on la nommait en fonction de la quantité yang ou yin qui l'habitait. Sauf qu'aujourd'hui, conservant la langue et transformant les choses, un verre, ça c'est pas un verre, c'est un plastique. Et ça c'est un plastique, c'est pas un verre. Ça c'est en verre. Ça c'est un verre. Mais alors, tu t'appelles cela quand même un verre, et ça un récipient, et ça ceci, et ça cela, tu ne peux plus te fier. Tu dois observer, goûter, pour être précis. Là, j'ai une tonne de questions. L'ajusteur. Comment se développe ce mouvement énergétique entre le supramental et les plans matériels à partir de cet élément volitif, je crois, initial? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que le contrôle s'établit entre un point dans le temps et s'entretient lui-même par la suite? Qu'est-ce qui génère la mémoire vitale? Il n'y a pas de contrôle dans le sens intentionnel. Ce qui est généré dans le temps, le point qui apparaît, ne se conserve pas intentionnellement. Le temps est une mécanique qui est régie par la friction de l'espace sur lui-même. Le temps est représenté par le déplacement. L'usure du temps est l'usure de l'espace sur lui-même. L'usure étant la friction de l'espace sur lui-même, automatiquement il y a un déplacement moléculaire et cela va être conscientisable par l'humain normal, par le temps. Lorsqu'un point dans le temps apparaît, lorsqu'une mécanique apparaît dans le temps étant déjà mémoriel, le temps étant déjà un phénomène spatial, régi de l'espace sur lui-même, automatiquement il est régi par la mécanicité des plans vitaux. Tout ce qui tend à apparaître dans l'espace est automatiquement mémorisé. Il peut donc s'entretenir lui-même sans être intentionnel. Je réponds d'une façon assez haute parce que la mécanicité de ces choses, si on essaie de l'aborder d'une façon permettant l'intellectualisation, entraîne la pensée dans un canal qui n'est pas présentement prête pour la personne, alors elle peut mettre énormément d'énergie, donc de temps et de matière, à comprendre une mécanique qui n'a pas d'importance pour elle pour l'instant. Chaque fois que j'aborde, un jour on va parler de tout ce qui est inexistentiel au-delà de la création. Pourquoi je ne l'aborde pas pour l'instant? Parce que tous les intellectuels du PMC commenceraient à travailler là-dedans. Ça absorberait leur énergie comme un trou noir. C'est un peu la même chose pour la réponse à cette question. Qu'advient-il à l'ajusteur de pensée à la suite de l'établissement du contrôle en question? Disparaît-il? L'ajusteur de pensée ne reste pas longtemps chez l'humain. Il ajuste la pensée jusqu'à temps qu'il va être soit fusionné, donc détruit, soit expulsé. Lorsque l'astral s'est vitalisé et que le mental s'est astralisé, chez l'homme fusionné, est-ce le rôle du double éthérique d'assurer la communication entre le supramental et le plan corporel? C'est en plein cela. Le double éthérique, premièrement, a comme rôle de permettre à la personnalité mortuaire de ne pas pénétrer le monde des morts, donc de pouvoir revenir. Deuxièmement, il a comme fonction d'entrer en contact avec la personnalité vivante et le plan supramental pour permettre une expérience. Mais ce n'est pas, le terme expérience n'est pas bon, mais enfin, disons une expérience dans le plan supramental comme dans le plan terrestre et entre les deux plans. Ce qu'on appelle la bilocation. Être localisé dans la conscience, à deux places. L'humain, présentement, est quadrilocalisé. Il vit une quadrilocation. Il a un plan physique, un plan vital, un plan astral, un plan mental. Lorsque l'humain fusionne ses corps terrestres au contact supramental, il devient donc bilocalisé. Il a donc une possibilité d'expérimentation évolutive au niveau du plan galactique supramental. Et là, il pourra vivre ce que j'ai déjà appelé les transports séraphiques pour aller connaître d'autres mondes
et il vit évidemment au contact du plan terrestre. Oui. Quel sera le nouvel ajustement dans le cerveau par rapport aux ajustements présents, ego plus mental inférieur, pour permettre une transmission directe d'énergie supramentale au plan corporel? Le cerveau devient tout à fait électrique, il ne sera plus chimio-électrique comme il est présentement. Il va venir un temps où même le système neuronique n'aura plus de fonction très particulière. Le système neuronique ne servira maintenant, disons à cette époque, parlons pour l'humanité, à cette époque, donc dans le temps, à ne régir que tout ce qui fait partie de l'entretien de la vie, du plan mentalo, astralo non coloré, vitalo-physique, donc de tout le système végétatif de l'humain. Le cerveau qui présentement a subi une augmentation va à un moment donné conserver la même taille, mais il n'évoluera plus. Lorsque l'on a des dessins, par exemple, d'êtres humains hyper évolués avec des cerveaux gros, avec des têtes grosses comme des citrouilles, on est tout à fait, on échappe à l'évolution réelle de l'homme fusionné. Si on fait référence à un hypermental de l'an 4000, il peut avoir une tête grosse comme une citrouille. Si l'on fait affaire à un homme nouveau, qui a un savoir instantané, non, il n'aura pas une tête grosse comme une citrouille. Il aura la même tête qu'il a là. Le cerveau va, à un moment donné, servir que le régime des plans végétatifs biologiques, vital, astral et mental, et il ne servira pas au contact supramental. C'est-à-dire qu'un troisième cerveau, un cerveau éthérique, et non pas un cerveau neuronique, lui va servir à l'expression, par l'intermédiaire du cerveau biologique, de l'énergie supramentale. Donc, l'être humain ne verra pas une volumétrie évolutive de son cerveau. Il conservera la même cérébralité, sauf que dans un plan éthérique, un cerveau supramental, si l'on peut dire, un cerveau éthérique, intimement relié à l'éthéricité, à la vibration vitale de son cerveau planétaire, et c'est ce cerveau éthérique qui va lui permettre la communication immédiate entre le plan supramental éthérisé par le double et le contact entre le plan terrestre, planétarisé, terrestrifié par le corps physique. Une personne mentale est-elle en accord avec les énergies telluriques? La remarque si oui, donc beaucoup. C'est-à-dire si oui, c'est beaucoup en accord avec l'énergie tellurique. Personne mentale, tout à fait mentale, supramentalement mentale, contrôle les énergies telluriques. Alors, sont-ils plus sujets pour attirer la foudre lors d'un orage? Non. Ok. Vous n'avez pas d'aller en camping, c'est pour ça. Elle contrôle les énergies. Là, il y a juste un mot que je ne comprends pas, c'est ça ici. Lorsque? Non. Lorsque je fais du... Effectivement, intéressant. Peux-tu expliquer c'est quoi le phénomène du groundage? Quand tu es rendu à un niveau vibratoire, puis tu as besoin de te grounder. Pourquoi se grounder? Soit par du conditionnement, soit par de l'alcool, de la cigarette, un bon steak. On met même un mauvais steak, ça ground. Pourquoi se grounder? Puis qu'est-ce qui arrive si on se grounde pas? Il arrive ceci si on se ground pas. Il arrive simplement que la vibration que tu n'as pas réussi à assimiler au niveau mental perd en vibration. Et elle peut être transformée en connaissance, donc en expérience pour l'ego. Étant transformée en expérience pour l'ego, elle rend pénible la vie de l'ego. L'ego va donc essayer de baisser le taux vibratoire de cette énergie plus sacrée. Alors il va forcer l'ego, l'humain donc, à fumer, à manger, à boire, à se saouler la gueule, etc. Si tu n'es pas groundé, l'information énergétique va perturber ton ego, mais ne détruit pas l'ego. Parce que l'ego est muet, donc est involué ou évolué cosmiquement d'une façon inconsciente, sans trop de souffrance. Lorsque l'information vibratoire qui n'a pas su être assimilée par ton mental va être assimilée par l'ego, cela crée de l'information à l'ego et l'ego va s'en servir contre toi. L'intellectualisme peut permettre l'assimilation plus facile d'une connaissance vibratoire mentale en connaissance égoïque. Et évidemment, l'intellectuel, plus il a la facilité d'arriver à absorber par l'astral, grâce à l'intellect, les vibrations mentales, finit par être une personne qui ne comprend plus rien. Qui a toujours l'impression de comprendre, qui accumule, mais qui, en fin de compte, se bloque carrément dans l'évolution, parce que toujours elle aura ce qu'il faut pour se prouver qu'elle est correcte, alors qu'en réalité, elle ne l'est pas.
Lorsque la personne se ground, elle empêche donc l'ego de capter la connaissance, de transformer la vibration mentale en connaissance expérientielle qui pourra lui servir à empêcher le contact supramental. Alors c'est donc extrêmement important les mécanismes du groundage, et c'est pour ça que l'être humain doit arriver à ce... Vois-tu, le groundage, c'est quoi? C'est le terme que certains emploient. Moi, j'ai un mot plus parfait, qui est terrestrifié. Tu dois te terrestrifier, tu dois t'humaniser, on peut dire aussi. Mais terrestrifié est un mot plus ajusté, plus puissant. Oui, terrestrifié, mais humainement parlant. Alors tu es en train de te diviniser, et à un moment donné, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu bois de la boisson, tu fumes, tu te terrestrifies. Tu redeviens terrestre. C'est mieux que groundage, qui est le terme qui est très très bon en anglais. Mais en français, on a un terme encore plus violent. Terrestrifié. Mais si tu te terrestrifies pas, tu deviens plus subtil? Tu as plus de chances de... Non. Si tu ne te terrestrifies pas et que ton mental n'est pas capable d'absorber la résonance supramentale, c'est l'ego qui l'absorbe. L'ego, l'absorbant, coupe le contact avec le mental parce qu'il se dit lui-même mental. Alors, il ne veut plus rien foutre du contact supramental, il est convaincu qu'il peut fonctionner lui-même. Alors, un ego qui n'a pas su se terrestrifier suffisamment va automatiquement se plugger à l'astral supramental. Il va jouer dans l'astral de ses mécanismes. Si tu as un mental suffisamment puissant, là, oui, tu n'as pas besoin de te terrestrifier, mais tu n'en sentiras pas le besoin. Le mental va absorber la vibration résonante de l'énergie supramentale sans la transformer, sans qu'elle soit transformée en connaissance pour l'ego, et le mental va instruire l'ego de ce qui est nécessaire que l'ego sache pour que l'ego finisse par suivre son chemin. Tu as parlé de l'huile, tout à l'heure de l'huile d'olive comme était au soleil. Est-ce que ça marche à tout coup? Une personne qui se met comme dans les anciens enseignements... Et oui, ça marche à tout coup. Il disait, il mettait de l'huile dans le front, puis ça vitalisait. Et oui, c'est sûr que ça marche. Maintenant, est-ce que c'est de cette énergie que tu as besoin? C'est autre chose. Pour marcher, ça marche. Mais prends exemple, une personne qui se dévitalise, puis se revitalise par ce moyen-là, est-ce que ça marche? Oui. C'est un bon truc. Ben oui, c'est chiant, mais ça marche. C'est effectivement un bon truc. Sauf que la personne qui se met en emboire, la personne qui en fait un culte, qui en fait une vénération, c'est le problème de ces maudits phénomènes énergétiques. C'est que si moi, je me fais un petit pot d'huile d'olive, ben c'est de l'huile d'olive. Je ne donnerai pas un nom particulier pour commencer à le béatifier. Puis si un jour on renverse mon huile d'olive, ben on a renversé mon huile d'olive, c'est tout. Je vais acheter d'autres huiles d'olive, je la mets au soleil, c'est fini là. Elle n'est pas divine, je ne sais pas pour commencer à la bénir, etc. Puis si à un moment donné j'ai mal à la tête, que je me trempe de doigt dans mon huile d'olive, que je m'en mets sur le front ou sur ma région douloureuse, ben ça va décontracter par énergisation les muscles peautiers qui créent le mécanisme du mal de tête. Et c'est tout. Je ne la vendrai pas plus cher, je ne ferai pas ci, je ne ferai pas ça, c'est de l'huile d'olive. Tout à l'heure, tu parlais des êtres qui deviennent mentaux, ils viennent supraconscients. Quand on voit dans les films, ils sont tous grosses têtes, mais ils sont hyper mentaux. Mais ils sont chauves aussi. Ben oui, c'est évident qu'ils sont chauves pour garder la connotation avec l'homme nouveau, qui lui aussi sera chauve. Mais pourquoi? Quel phénomène? Qu'est-ce qui fait que... On va recommencer. Ah, ben tu n'as pas répondu l'autre fois. Qu'est-ce qui fait que les hommes nouveaux vont perdre leurs cheveux, puis les femmes vont gagner en cheveux? C'est bizarre, ça. Fascinant. Ah, c'est fascinant. On va y revenir. Pour l'instant, il y a trop d'hommes transitifs ou d'hommes nouveaux qui, génétiquement, n'ont pas encore commencé cette perte. Il y a trop de femmes qui ont ceci, qui ont cela. Alors, si on en parle, pourquoi je ne vais pas en parler immédiatement? C'est que l'humain va automatiquement se regarder. Celui qui commence à être chaud va dire « Ah, ben, je vois bien un homme nouveau. » Non, ça peut être un phénomène endocrinien tout à fait typique. Par contre, il y a d'autres personnes qui sont en train de devenir des hommes nouveaux et qui ont extrêmement de capillarité. Et oui, mais dans 2, 3, 5, 6 ans, ça va s'en aller. Mais la personne qui ne comprend pas, l'ego peut s'en servir contre elle, parce que là, toi, tu mets un phénomène qui va permettre le jugement. Es-tu un homme nouveau? Non, tu as beaucoup de cheveux, tu n'en es pas un. Alors l'élève va dire, ouais, mais mes profs sont pas toutes chauves. Pourtant, Daniel a déjà dit que, oui, l'homme, tu peux être un homme nouveau, sauf que le corps physique est ce qui prend le plus de temps à se transformer. Alors l'homme ancien, qui est tout à fait chauve, reste un homme ancien. Et l'homme nouveau, qui est extrêmement capillarisé, reste un homme nouveau. Et à un moment donné, par la génétique, lentement, la 6e race. Tu parles de la 6e race de naissance, et non pas nécessairement de la 6e race mutative. Les enfants, est-ce qu'ils vont naître chauves?
Les enfants qui vont naître tout à fait nouveaux vont tendre à perdre leurs cheveux ou n'en auront même jamais. Même si les parents vont tout faire pour leur engraisser. Puis leur frotter le coco avec toutes les stuffs possibles jusqu'aux œufs. Et non. Mais on parle des enfants de la... Toi, tu parles surtout de la deuxième sous-race de la race bleue. Et c'est pourquoi je ne veux pas en parler immédiatement, parce que tu ne parles pas de la première sous-race, la race mutante. Tu parles surtout de la deuxième sous-race. Oh, c'est la race racine mère. Ça réchauffe. Mais la deuxième sous-race de la race racine mère, va elle naître chaude. Tandis que les mutants, toi et d'autres, qui présentement sont de la race ancienne et qui mutent vers la race nouvelle, peuvent à un moment donné avoir les caractères secondaires de la race racine, mais pas nécessairement au niveau de la première sous-race. Donc, c'est un problème parce que l'humain ayant suffisamment d'ego, commençait à définir les paramètres biologiques d'expression physique de la deuxième sous-race, donc de la sixième sous-race racine, ça serait permettre le jugement, la culpabilisation. Bref, ça peut servir pour l'ego contre l'humain. Voilà pourquoi En fait, dans le PMC, si on parle de faire évoluer le plan vital, de faire évoluer le plan astral, si le plan astral n'évolue pas, comment qu'on fait pour le mettre à sa place? Pour que l'astral est identifié. L'astral va arriver au contrôle lorsqu'il va recommencer son processus d'évolution, de l'évolution cosmique. L'astral évolue cosmiquement, mais l'astral n'évolue pas dans le temps, dans le sens où l'humain l'emploie. Lorsque l'humain veut faire évoluer son âme, lorsque l'humain veut faire ceci, faire cela, ça n'évolue pas. Le cheminement évolutif, présentement mécanique, logique ou intelligent de l'astral, c'est l'involution vibratoire. L'astral n'évolue pas, il évolue. Sauf que l'astral peut être stagnant dans le temps, tout le temps où il s'illusionne d'évoluer. L'astral va évoluer, mais il doit finir son évolution avant de poursuivre l'évolution. C'est de l'évolution cosmique. Telle que l'astral et telle que l'âme est présentement habitant chez les humains de la planète, l'astral n'évolue pas. Il évolue ou stagne. Cosmiquement parlant, c'est de l'évolution. Lorsque l'on regarde le plan d'évolution, par exemple, où on a la potentialité, où on a la croissance, où on a l'identification, la personnalisation, le contrôle, etc., on parle de l'évolution au niveau cosmique. On ne parle pas d'évolution au niveau spirituel. L'âme n'évolue pas. Et non. À quoi ça sert l'astral en fin de compte? Supposons une personne qui est tout à fait mentale, on s'en était déjà parlé d'eux, puis l'astral fait juste que tu dois rester apprécier la Terre. À quoi ça sert de rester là? Quand tu es vraiment en contact? Non, quand tu es vraiment en contact, le peu d'astral qui va rester va simplement obliger le corps physique à ne pas être dissous par le contact supramental, donc tu apprécies l'existence terrestre, en ce sens que l'humain, je répète que l'humain a comme fonction dans l'univers de bloquer l'expansion évolutive du contexte matériel, spatio-temporel, donc de la création. Alors voilà une raison suffisante de permettre à tes véhicules inférieurs en vibration, pas inférieurs au niveau hiérarchique, de rester sur le plan planétaire. Alors c'est pourquoi tu auras toujours un peu d'astral. Alors voilà. Voilà qui termine donc cette conférence. Bon retour chez vous, noyez-vous pas, il pleut beaucoup.